Bienvenue à tous dans Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Épisode numéro 20. Merci à tous pour ce milestone. Merci Moulay. Merci monsieur. Good run. Let's go. Encore plusieurs épisodes à venir, mais aujourd'hui on va parler de chance, on va parler de hasard, on va parler d'aléatoire. Qu'est-ce qu'on aura au menu ? Comment on va voir la chance en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus chanceux, moins chanceux en tant qu'ancien poissard. Aujourd'hui, comment je vois les choses pour pouvoir en tant qu'entrepreneur un peu mieux contrôler son futur. Voilà. Et un petit bonus en intro, on va parler de l'actualité de la SVB, Silicon Valley Bank, sa faillite, pour savoir est-ce que c'est vraiment un coup du sort, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière et surtout, est-ce qu'on est au début de quelque chose de plus grave. Voilà. Installez-vous, abonnez-vous, commentez et bon épisode à tous. Bon épisode à tous. Épisode 20. Shalom, salam, salut à tous. Salut à tous, épisode 20. Merci de nous suivre chaque semaine, chaque dimanche. C'est ça, on a 1/5 du parcours, donc bravo à nous, bravo Kaï. Voilà, bravo Moulay, bravo à toute l'équipe. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des commentaires où les gens veulent voir les visages derrière l'équipe. Ah. Fabrice, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Il parle pas. Il parle pas. Ok. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial, on a prévu un sujet super intéressant. Mais avant tout, je voulais profiter de cet épisode 20 pour lancer une nouvelle tagline. Important. Voilà, qu'on va répéter à chaque fois. Pour vous donner encore plus l'esprit et la vision de ce podcast. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Tout voilà, bas, tout dites-nous bas. ce que vous pensez de cette tagline en commentaire. Yes. Et puis voilà, comme vous voyez, on est assez fiers. Donc, Non, et puis plus que fier, je pense que c'est vraiment important que les gens se réalisent. Oui, je pense que c'est ce qui fait notre distinction, c'est que ça reste très casual. C'est comme nous, on discuterait entre nous, le reste du monde est juste là par hasard. Et oui, ce qu'on pense, je pense, c'est ce que beaucoup de gens en tout cas, ils pensent. Et donc je pense que ça fait une belle transition sur l'actu de cette semaine. L'actu de cette semaine, le sujet de cette semaine qui est la chance. On va parler beaucoup de chance. Et on va parler d'un coup du sort. Est-ce que c'est un coup du sort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un événement inattendu. Voilà, un événement inattendu. Exactement. Parce que dans cet épisode, on va parler de chance, de beaucoup de mots de ce type-là. Mais là, on va parler d'un événement inattendu. Ouais. C'est l'événement SVB. C'est ça. On a beaucoup réfléchi avant de parler de ce sujet parce qu'au départ, avec Moulay, on se disait oui, mais ça ne touche pas forcément notre cible, ouais. etc. Mais il y a eu quelques développements et puis on se dit que pour la culture entrepreneuriale, c'est important d'en parler. Et donc, parole à l'expert. Donc oui, la minute startup. Donc Silicon Valley Bank, pour ceux qui ne connaissent pas SVB, ce que ça veut dire, était la plus grosse institution de banque des startups et fonds d'investissement aux États-Unis. Quand même, elle était dans le top, je crois qu'elle doit top 20 des banques américaines, donc l'une des plus grosses banques au monde, qui a fait faillite. Et ce qui est intéressant dans cette faillite, c'est deux choses. La première chose qui est la surface que tout le monde voit, c'est pourquoi elle a fait faillite. C'est ce qui arrive malheureusement rarement, mais qui malheureusement peut arriver assez vite, c'est ce qu'on appelle un bank run. C'est quand tout le monde dans une banque pense que la banque va faire faillite, donc tout le monde retire son argent, ce qui accélère la faillite de la banque. Donc, grosso modo, c'est ça. Ce qu'il faut en retenir pour nous, entrepreneurs, et pour les gens qui écoutent, c'est que SVB est le parfait exemple de ce qui se passe quand tu mets tous tes œufs dans le même panier. Parce qu'ils avaient quasiment des entrepreneurs et des start-upers comme clients, qui sont en fait un groupe de gens qui se connaissent tous, et en plus qui sont très influencés par un autre groupe, qui est les fonds d'investissement, qui eux aussi en fait sont des gens qui ont tendance à se suivre mutuellement. On appelle ça en anglais la herd mentality, donc la mentalité de troupeau. Sans vouloir traiter mes confrères de moutons, c'est vrai que dans le monde anglophone, surtout en Silicon Valley, parce que c'est le nom de la banque, ça va très vite. C'est-à-dire que si deux fonds d'investissement disent attention à leur founder, il faut faire attention, retire ton argent de là-bas. Moi, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans les 5 ou 6 groupes WhatsApp dans lesquels je suis avec des founders américains, kenyans, sud-africains, ils ne parlaient que de ça. Et ça a commencé toujours par « mon investisseur vient de me dire, il faut qu'on fasse gaffe, est-ce qu'on a de l'argent à Silicon Valley Bank ?» Et donc, ce qui se passe, c'est que l'effet boule de neige est accéléré parce que tu as le même type de clients qui se parlent tous entre eux. Et ça, c'est hyper dangereux pour tout entrepreneur, je pense, de ne pas penser à
qu'est-ce qui se passe quand tu ne diversifies pas assez tes clients? En tout cas, ou géographiquement, ou on va dire même dans leur typologie, dans leur relation. Tu vois, par exemple, nous, le mois dernier, ce mois-ci, il y a les élections au Nigeria qui créent énormément de problèmes en termes de paiement, de déplacement des gens. Si je n'étais qu'au Nigeria, comme certaines personnes qui sont qu'au Nigeria, ça ne va pas pour eux. Parce que pendant les 2 prochains mois, ils sont perturbés. Quand tu es dans plusieurs pays, tu diversifies. Donc ça, c'est la première leçon, je pense, des SVB. Je ne sais pas si toi, tu as déjà travaillé comme question, Kai. Est-ce que mes clients... Ce sujet-là? Ouais. Alors, pour revenir sur SVB, moi, ce qui m'interpelle, c'est que même sans être expert de la finance, je pense que tout le monde commence à comprendre ce qui se passe dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est comme dans le milieu financier, c'est en gros un gros cercle de confiance. Exactement. Toi, tes clients, tu crois à ta banque, Yes. la banque croit aux personnes à qui elle prête, les personnes qui reçoivent cet argent croient en leur projet, etc., etc. Et à partir du moment où un membre de cet écosystème perd confiance, à tort ou à raison, exactement. Des fois à tort. du coup, tout le système peut tomber. Et là, on est dans un cas, effectivement, en ce qui concerne SVB, comme tu le disais, où c'est une banque qui était dédiée à un secteur. Donc qui l'a lâché comme des patates chaudes. C'est ce qui est terrible. Ils ont fait un truc... Une banque qui existe depuis très longtemps. Hein. Oui, à la base, c'était la Santa Clara Bank. Qui est née en même temps que la Silicon Valley. Exactement. Et elle est devenue spécialisée là-dedans parce que c'était leur meilleur atout. Ce qui est horrible, et ça, c'est aussi un entrepreneur... Tu es seul quand tu es entrepreneur à avoir tes larmes pour pleurer quand ta boîte meurt. Parce qu'en fait, quand Silicon Valley Bank a fait faillite, tous les gens après ont commencé à raconter « Ah, Silicon Valley Bank, je suis désolé, rest in peace, c'est grâce à vous que j'ai eu tel crédit, sans vous, ma boîte ne serait pas arrivée. » Les mêmes gens qui ont retiré leur argent. Oui, mais après... C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, les gens qui te tuent vont pleurer ta mort. Et je pense que peu de gens se rendent compte à quel point le business peut être cruel là-dessus. Surtout comme quand tu dis, en fait, c'est une question de confiance. Et les gens sous-estiment beaucoup l'importance de la confiance sur des événements comme ça. Encore plus dans Silicon Valley Bank où c'était la banque où en fait les banques donnent l'impression d'être des institutions, on va dire très sophistiquées, où en fait non. L'élément numéro 1 d'une banque, c'est que tu as confiance au fait que quand ton argent est là-bas, tu peux le récupérer. C'est ça. Et du coup, l'impact sur l'Afrique, d'abord anglophone, puis l'Afrique francophone. Alors, l'Afrique anglophone, déjà, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de fondeurs la majorité ont des fonds qui viennent des États-Unis. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Je pense que je ne connais pas de fondeurs anglophones dont la maison mère n'est pas au Delaware, donc aux États-Unis, la holding, et où leur cash n'est pas dans une des banques de start-up américaines. Je ne connais pas de fondeurs africains, et pourtant je connais quasiment tous ceux qui ont levé plus de 5 millions, qui soient anglophones. Tout leur argent est dans 3 banques. Silicon Valley Bank, Mercury, First Republic Bank. Et pour info, depuis que Silicon Valley Bank est tombé, les autres passent leur temps maintenant à se dire est-ce que les 2 autres banques vont tomber. C'est ça. Et ce que j'ai vu, c'est que la plupart vont dans des banques comme JP Morgan pour être totalement sûr. Ils essaient d'aller dans les grosses banques. Là, Mercury, du coup, qui est l'une des banques on va dire... Sachant qu'en 2008, c'est des grosses banques qui sont tombées. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Rien n'est sûr. Mais Mercury, par exemple, ce qu'ils ont fait, eux, et c'est là où tu vois que Silicon Valley Bank aurait pu faire mieux, c'est déjà, ils ont parlé à leurs clients. Et donc là, maintenant, on rentre dans la transition un peu sur la chance. Je pense que les gens... Il y a l'aspect que je viens de décrire de ton métier, la confiance qui s'effondre facilement quand tu n'es pas diversifié. Maintenant, il y a une autre leçon à en tirer pour moi, c'est le mécanisme derrière ton métier, que les gens des fois oublient. C'est-à-dire qu'en tant que banque, il y a 2 choses qui ont fait que Silicon Valley Bank est morte. 1, leur com était nul à chier. Je ne sais pas si tu as vu, toi, en tant qu'expert com, ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le contexte, parce que toi, peut-être que tu ne l'as pas vu, c'est qu'en fait, le lundi de la semaine où Silicon Valley Bank est mort, il y a une autre banque qui était liée aux crypto, qui était un peu tech du coup, qui a fait faillite. Et ça, qu'est-ce que ça a créé? C'est que les gens ont commencé à se poser des questions sur Silicon Valley Bank. Et la réponse que Silicon Valley Bank a donnée est la pire réponse. Je pense que malheureusement, ça va être très cliché, mais c'est souvent, les femmes ont toujours dit arrête de faire ça. Et maintenant, je me rends compte, c'est le président de Silicon Valley Bank qui est allé faire une allocution, il a dit aux gens, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Et c'est comme quand tu es en colère et qu'on te dit non mais calme-toi, non mais t'énerve pas. Alors que les gens sont inquiets, au lieu de les rassurer. Et ça, c'est un truc que moi, je ne savais pas. Parce que quand on dit ne panique pas, tu retiens panique. Panique, exactement. Et ça, c'est un truc qui est vrai, comme tu dis, dans le cerveau. Mais on le dit aussi dans l'éducation des enfants. Si tu dis touche pas à cette prise, il retient prise. Il retient prise. Il ne comprend pas la négociation. Exactement. Et ça, c'est connu d'ailleurs. C'est un truc qu'il faut savoir dans on va dire, le génome humain. Enfin, notre cerveau ne retient que les mots.
Il comprend pas la négation. Si tu lui dis ne fais pas ça, il retient juste ça. Ne pense pas à un éléphant. Ne pense pas à un éléphant, ben, tu vas penser à un éléphant. Il n'y a rien à faire. Donc du coup, c'est le danger. Ils ont très mal géré ça. Après, ils ont fait une com en 10 ans, et c'est là où ils ont encore vraiment aggravé le cas, et c'est ce qui a précipité la chute en fait. C'est qu'ils ont fait une com à leurs investisseurs en disant nous on n'a pas de problème vu ce qui est arrivé aux crypto. Par contre, on a fait une erreur sur la façon dont on a placé votre argent, parce qu'en fait une banque, en vrai, ce que les gens ne savent pas dans leur métier, c'est important de le savoir, les banques, quand tu fais ton dépôt chez eux, c'est une dette qu'ils prennent avec toi et ils placent ton argent. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'ils ont placé beaucoup d'argent parce qu'en 2021, il y a eu beaucoup de levées de fonds, tu sais, on en a parlé avant, c'était l'Eldorado, tout le monde avait beaucoup d'argent. SVB était l'un des gros bénéficiaires, a pris cet argent et l'a placé dans des obligations. Pour info, pour ceux qui connaissent pas les obligations, c'est le placement où tu prêtes de l'argent à un C'est censé État. être le plus sûr. C'est le plus sûr. Exactement. C'est exactement ce que tout le monde se dit. Sauf que le problème des obligations, c'est que les obligations sont déterminées par un taux qui était à 1,75 à l'époque. Mais depuis 2021, maintenant qu'on veut lutter contre l'inflation, la même personne qui fixe les taux, qui est en fait la Fed, les a quasiment doublés. Pour limiter justement l'argent inutile. Parce que la logique, il faut comprendre encore une fois économiquement ce que doit faire une banque. En théorie, une banque, elle peut placer de l'argent en obligation, mais elle doit placer l'argent, ou en tout cas le prêter idéalement, à des projets qui ont une rentabilité plus grosse que le risque minimum. C'est-à-dire qu'en gros, une banque qui met la majorité de son argent dans des trucs safe est une mauvaise banque, du point de vue de son métier de placement. Ouais, je vois. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est qu'en fait, c'est con, parce que là pour le coup, c'est vraiment ce que tout le monde dit d'eux, c'est qu'en fait, ils ont placé l'essentiel de leur argent sur le truc le plus safe, quasiment 80%, je crois, ce qui est idiot. Parce que c'est pas ton métier. C'est comme si toi, on te donne de l'argent pour faire des multiples et tu prends le truc le plus safe que n'importe qui pourrait prendre sans toi. Et la conséquence, ça a été que quand la Fed a augmenté les taux là, en début de cette année, maintenant ils sont dans une situation où l'argent qu'on leur verse sur l'argent qu'ils ont placé est plus bas que ce qu'eux ils doivent payer pour pouvoir avoir de nouvelles obligations. Et donc ils sont dans une situation où chaque mois maintenant ou chaque quarter, comment ils ont défini leur obligation, ils doivent mettre de l'argent. Ils doivent repayer pour pouvoir continuer à garder les obligations. Du coup, imagine tu es un entrepreneur. Ouais. Je sais pas, tu as, allez, on va dire 80% de ton argent qui est dans cette banque qui fait faillite. Déjà qui fait faillite, on est d'accord? Ou que se passe-t-il avec mon argent? Bon, là maintenant la FDIC a repris, donc l'État américain a repris, les gens vont récupérer leur argent. D'accord. Bon, imaginons quand même, tu perds ton argent. Ça te fait un gros problème. Ouais. Et si quelqu'un vient te voir et il dit pas de chance. Pas de chance, oui, exactement. Et alors, tu vois, qu'est-ce que tu dis? C'est pas de chance. Non, ce que moi je dis souvent aux gens, c'est que c'est pas, c'est un accident malheureux, mais après, regarde Mercury Bank aujourd'hui, par exemple, qui est la concurrente de SVB. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse? Maintenant, ils proposent une option spéciale pour que tu puisses, en laissant ton argent chez eux, ils vont placer ton argent dans différentes banques partenaires. Comme ça, même si eux meurent, les autres banques partenaires qui ont ton argent vont te garantir le remboursement. Moi, je me mets vraiment à la place de l'entrepreneur. Oui, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est la chance. Oui, voilà. Okay, chance ou malchance. Ouais. Qu'est-ce que l'entrepreneur peut se reprocher quand sa banque fait faillite? C'est quand même le truc. C'est d'avoir mis tout ton argent dans une seule banque. Ouais. Donc pour toi, la malchance n'existe pas dans ce cas-là? Non, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de malchance. Je pense qu'il y a beaucoup d'aléas dans la vie. Sauf que les gens confondent chance et aléas. Bon, revenons au principe. Définition de la chance. Exactement. Commençons tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, je sais que toi, tu as regardé un peu dans le dictionnaire et tu m'as dit que il y avait des mots-clés qui revenaient dans chance. Ouais, mais mon téléphone est déchargé. Pas grave. Donc, je pense que tu m'as dit... Mais en fait, c'était des mots-clés, oui, qu'on utilise tous. Hasard, aléatoire, fortuit, fortune. Exactement. Donc, au final... quelle est la définition qu'on met derrière ça? C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on veut vraiment adresser aujourd'hui, quand on dit entrepreneur et chance, c'est ce truc où voilà, je suis dans mon lit, je regarde, je scroll, je vois tel entrepreneur a fait ça, je dis il a vraiment de la chance. Ouais. Ah ouais, mais oui. Moula, il a de la chance, il a étudié en Europe, lui. Exactement, donc il a étudié, eux c'est des Français. Des fois les gens nous disent ça, ouais, c'est vrai que... Donc tu vois, c'est quelle est la part de la chance? Oui. Allez, j'allais dire dans la vie, mais dans le monde pour l'entrepreneur et dans la vie en général. Dans la vie en général, ouais. Je pense Est-ce que c'est une question que tu te poses souvent déjà? Plus maintenant, mais avant j'étais obsédé par ça. D'accord. Avant j'étais parce que quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu d'être quelqu'un de très malchanceux.
J'ai envie d'être quelqu'un de très poisseux. Tu vois, et c'est un truc, je pense, qui vient un peu de ma mère, qui aussi est tout le temps en mode non, mais nous, on joue pas au loto, on va jamais gagner. Tu vois, en fait, j'avais jamais l'impression d'être quelqu'un de chanceux. Donc, c'était un truc qui m'obsédait. Maman de Moulay qui regarde tous les épisodes, donc je pense qu'il y aura une discussion. Oui, bien sûr. Au prochain brunch. C'est ça, elle va m'embrouiller au prochain chef. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Elle dit pourtant ce que je me souviens, excuse-moi. Mais en tout cas, le point important, je pense, oui, c'est que en fait, trop de gens aujourd'hui, et le dictionnaire est un bel exemple, font chance égale hasard ou chance égale aléatoire. En gros, les gens définissent tout ce qui est une question de chance, c'est des choses qui pour eux ne dépendent pas de ton contrôle. Ou qui n'est pas de ton fait. En gros, tout ce qui est hors de ton contrôle. Par exemple, là, la banque, c'est un bon exemple. Les gens diraient, ah, t'as pas de chance si ta banque tombe. Non, tu vois, parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est un aléa que tu pouvais difficilement prévoir. Mais en face, moi, ce que je dirais, c'est que, un, tu ne peux pas dire après 2008 aujourd'hui que tu ne sais pas que c'est possible. Deux, tu ne peux pas dire que parce que ça arrive, tu ne peux rien y faire. Donc, c'est là où, en fait, je suis passé de quelqu'un qui était obsédé par la chance à quelqu'un qui, maintenant, je suis plus... En fait, je comprends beaucoup plus la chance, donc je ne le vois pas comme étant quelque chose qui est hors de mon contrôle. Donc, en fait, c'est ça que je dis que, du coup, ma définition de la chance est peut-être éloignée de celle des 3/4 des gens, parce qu'elle est beaucoup plus statistique et active. Donc, c'est les deux gros points. Mais c'est vrai que quand tu dis, les gens disent, ouais, j'ai pas de chance, moi, ça me fait toujours... Enfin, en tout cas, maintenant, ça me fait rire. Avant, je compatissais, parce que je me disais, merde, comme tu disais, je pense que ça fait peut-être des années que j'ai plus jamais dit, ah, il a de la chance. Alors... Ouais, non, mais moi, de toute façon, je suis rarement porté sur ce type de jugement sur les gens extérieurs. Je m'intéresse vraiment à moi. Donc, si j'analyse, je dirais que je pense que comme tout le monde, on se dit il y a deux types de situations. Il y a les situations que je peux contrôler et les situations que je dirais que je ne peux pas contrôler. Mais en fait, la vraie phrase serait de dire les situations que je pense ne pas pouvoir contrôler. Exactement. Puisque quelqu'un d'autre pourrait les contrôler. Exactement. Tu vois. Donc, du coup... dans les situations que tu penses pouvoir pas contrôler, c'est là que tu as tendance à dire mince, pas de chance. Pas de chance, exactement. Quand tu dis je ne peux pas le contrôler, tu as tout compris. Exactement. Ou à l'inverse, tu peux dire j'ai eu de la chance, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il y a j'ai toujours eu de la chance. Je relativise beaucoup les choses grâce à justement cette analyse, on va dire, de ma condition. C'est-à-dire que à la base, il y a quand même une loterie. Alors, par exemple, Gary, rendez-vous épisode 100. Épisode 100, Gary V. Tonton Gary V, il dit souvent, lui, il parle carrément de loterie à la naissance. Parce que tu avais une chance sur 1 milliard d'être le spermatozoïde qui allait être... Exactement. Tu vois. Donc, lui, il dit qu'il est reconnaissant par rapport à ça. Bon, je trouve que ça va très loin. Mais, par contre, quand même, très vite... je me suis dit, j'ai la chance quand même d'être né dans cette famille. Exact. J'ai de la chance quand tu vois en fait les galères que peuvent avoir certaines personnes dans leur jeunesse, etc. Exactement. Tu te dis, mais heureusement, tu vois, bon, il y a toujours ce cliché où les parents te disent, il y a des gens qui mangent, il y a des enfants qui mangent pas, voilà, qui n'ont pas la nourriture, etc. Mais vraiment, j'ai vraiment en fait intégré ça très rapidement. Et donc pour moi, de manière macro, en fait, c'est très difficile de se plaindre. Et donc je considère ça comme une chance. Et pour aller même plus loin, j'ai toujours été très allergique aux personnes qui se plaignent. Oui, je pense que c'est ça aussi qui te... Tu vois. Parce que la chance, c'est quand même l'excuse qui a bon dos. Voilà, exactement. Donc à un moment donné... Ok, donc il y a l'aspect macro, et macro, on va dire, les conditions dans lesquelles tu es né. Tu aurais pu être né dans un pays en guerre, tu aurais pu être né dans un... Enfin, tu vois, quand tu vois les infos, tu ne peux que te dire que tu as de la chance. Tu as de la chance, non. Je considère aussi comme une chance d'être africain. Grave. Parce que je me dis, alors, bon, tu vas me dire, malheureusement, on est en retard sur pas mal de choses, mais moi, je me dis que c'est une chance parce que j'aime construire les choses et donc de pouvoir participer. Je me dis, je me ferais... Un peu plus chier si t'étais américain. Ouais, voilà, tu vois. C'est verre moitié plein, verre moitié vide. Hein, exactement. Moi, je vois... J'ai cette expression, je l'ai très rapidement entendue, verre moitié vide, verre moitié plein. Et c'est vrai que je vois souvent le côté positif de la chose. Et donc, du coup,
moi, je vais me dire que j'ai de la chance là sur une situation où quelqu'un va dire « Ah, t'as pas eu de chance », tu vois. Exactement. Mais je pense que c'est là où je pense que la première chose qui joue beaucoup du coup maintenant dans la chance et ce que tu viens de décrire, c'est le mindset. Comment tu vois la chance même en tant que concept oui, voilà, détermine complètement le niveau alors, parce que pour moi, ce que tu as décrit, c'est beaucoup de la gratitude. Exactement, oui, être capable de dire j'ai la chance, parce que quand on emploie le mot j'ai la chance, c'est plus la bonne fortune. Pour parler en ancien français. J'ai eu le bon loto, j'ai eu le bon ticket qui me donne ça. Mais c'est parce que face à un verre à moitié vide, moitié plein, toi tu vois le verre à moitié plein. Parce que moi, je peux connaître des gens qui sont nés dans des... Je t'ai dit, je connais des amis qui sont nés dans des familles de millionnaires, qui sont héritiers. Eux, ils te disent, je suis deg, si jamais mes parents n'étaient pas aussi riches, je n'aurais pas autant de pression à devoir travailler. Je préférais avoir moi-même l'occasion de faire mon truc. Ou des gens qui vont te dire, à cause de qui est mon père ou ma mère, quelque chose que je fais, on me dit juste c'est normal. Ouais, tu vois. C'est dont on parlait dans l'épisode népotisme. Dans l'épisode népotisme, exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir là-dessus. Épisode népotisme avec Paola Audrey. Ouais. Vous pouvez voir. Épisode 15. 15. Ah oui, 15 parties. Voilà. En fait, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai eu des retours sur cet épisode où on disait qu'on n'a pas assez parlé du cas où on a juste parlé des gens qui étaient chanceux d'être nés dans une famille qui était déjà très en place. Mais on n'a pas parlé des cas où, en fait, c'était une malchance pour l'enfant d'être né dans cet environnement-là. Et c'est un très bon point. Parce que ça bloquait aussi, ça pouvait aussi bloquer telle ou telle porte pour des choses où ça représentait un poids, même psychologique. Énorme. Donc, on l'a évoqué, mais je pense vite. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que, en fait, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire à part il n'y a pas de verre rempli. Tout le monde a un verre à moitié vide, moitié plein. C'est qu'est-ce que tu fais de ton verre, en fait. Parce que oui, même quelqu'un qui part avec des avantages et un privilège, parce que c'est ça dont on avait parlé, même des privilèges peuvent devenir des poids selon les contextes. Et c'est ça qu'il faut reconnaître effectivement, c'est que quand tu vois quelqu'un et que tu dis il a de la chance, c'est facile à dire parce que tu ne vis pas sa vie. Comme on dit, tu peux juger quelqu'un qu'après avoir marché dans ses chaussures. Tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est super important de s'observer. Ouais, comme tu dis, tu vois, la chance va très loin. Tu vois, au début, on parlait juste de chance en mode événement. Mais en fait, ça devient une perception complète de ta gratitude dans la vie ou même et je pense que là où tu as super raison, toi, c'est ton rapport aux autres. Quand tu dis je n'aime pas les gens qui se plaignent ou je ne vais pas me comparer, la chance est souvent le véhicule par lequel les gens se comparent. C'est ça. Après, il y a aussi une question de la foi dans tout ça, quoi. Exactement. Parce que, et Dieu, c'est un concept quand même qui est très important dans la religion même parce que ça te permet d'appréhender la foi, d'appréhender le hasard. Le hasard, oui, bien sûr. Il y a une raison derrière. Et c'est pour ça que plein de gens se disent, oui, c'est essentiel. D'ailleurs, pour info, il y a pas mal d'études qui montrent que les entrepreneurs qui sont très religieux réussissent plus que les autres. Statistiquement, et l'une des raisons est souvent ça. Mais moi, je vois beaucoup aussi, au-delà de la religion, je vois énormément. Enfin, chaque fois que les entrepreneurs à succès parlent de leur routine, etc., il y a gratitude. Gratitude. Et quand il n'y a pas religion, il y a toujours méditation. J'ai l'impression que c'est le truc vraiment. Et méditation, c'est le stoïcisme, la capacité à rester. Et justement, c'est vrai, si jamais tu vois la chance comme étant quelque chose qui est au-delà de ton contrôle, les choses qui t'arrivent, c'est exactement ce que tu as décrit. Moi, tu les prends du bon côté. J'adore la philosophie stoïque. Stoïque. Toi, tu es un stoïque aussi. J'adore parce que tu peux pas, en fait, tu te tues l'esprit si tu penses que tu peux contrôler tous les événements. Exactement. L'événement est là, so what, tu vois. Qu'est-ce que tu en fais maintenant, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est le plus gros point. Et je pense que beaucoup de points, l'une des premières leçons qu'on peut nous partager aux gens, au final, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux survivre que si jamais tu as ce mindset-là. Parce que vu les merdes que tu te prends, tu vois, par exemple, un exemple typique dont je peux parler, nous, on vient de se prendre une énorme fraude dont je t'ai parlé il y a quelques mois, on a perdu des centaines de milliers d'euros. C'est un coup du sort. Pour beaucoup de gens, ils se seraient juste dit « Oh, merde !» Et plein de gens, quand je le raconte aux gens, tout le monde me dit « Ah, t'as pas de chance. Vous n'avez pas eu de chance. » J'ai fait « Non, on a eu des très mauvais contrôles. Le risque, on le connaissait, on l'a juste sous-estimé et ça nous a pété à la gueule. » Donc, en fait, si tu veux... Je ne veux pas me retirer ma responsabilité dans la souffrance. C'est ça le problème. J'aurais pu juste me dire « Oh, c'est pas de notre faute, pas de chance. » C'est très dangereux de se dire qu'on n'a pas de chance face à une situation parce que du coup, on n'apprend pas. Et tu as tout. Exactement. Et c'est le même effet de se dire celui qui a réussi, il a de la chance, c'est que ça te permet de ne pas avoir à te regarder toi dans une glace. En te disant « Je ne peux pas y arriver aussi. » Et c'est souvent ça ce que moi je reproche aux gens qui se plaignent de la chance.
Et là, je pense qu'on peut faire une petite transition sur un gros point, c'est comment tu augmentes ta chance. Mais avant ça, je voulais juste parler de... on a parlé de chance, mais aussi la définition de la malchance. Par exemple. Ouais, bah c'est le versant. Parce que tu disais que oui, je me suis longtemps trouvé malchanceux, etc. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Moulay il y a 15 ans aurait dit punaise. C'est normal. En fait, le Moulay il y a 15 ans, la fraude qu'on a eue, j'aurais dit c'est normal, c'est toujours comme ça. Et Kader, mon associé, qui est aussi à l'époque, on s'appelait le Poissard Gang, lui et moi. Parce que de notre histoire... Ah ouais, vous étiez vraiment en émulation, vous. Ah non, c'est fort. Mais je donne un exemple, tu vois. C'est quoi ce groupe de potes? Prenons une anecdote, tu vois. Kader, le jour où il devait passer son examen concours message pour réussir à passer du BTS enfin à la fac, la veille, il devait réviser. La veille, il descend pour aller se chercher un coca, je crois. Parce qu'à l'époque, il carburait au coca. Maintenant, il a arrêté, Dieu merci. Et quand il revient, son ascenseur se lock. Et il se retrouve coincé dans l'ascenseur jusqu'à genre 2-3 heures du matin. Donc il ne peut pas réviser ce dernier soir-là. Et il est épuisé le lendemain quand il va au concours. Ça, j'en ai peut-être des dizaines d'histoires comme ça. Où en fait, à des moments clés de notre vie, on a des choses complètement aléatoires, ascenseur qui se ferme, qui nous pètent à la gueule. Nous, ça nous est arrivé toute notre vie, mon associé et moi. Oui, mais moi, je pense que vous, quand ça arrive, vous prenez plus de temps pour le noter, vous le raconter, que quand un truc de bien vous arrive. Exactement. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est comme tu dis, c'est une question de perspective. Pendant longtemps, on se voyait comme ça. Et tu sais pourquoi on se voyait comme ça? C'est parce que pour nous, ça expliquait pourquoi on avait du mal à faire certaines choses. Ouais, mais tu sais qu'il y a parmi les biais psychologiques humains, il y a ce qu'on appelle le biais de négativité qui fait que tu retiens plus les choses choses négatives. Tu vois, nous, on fait on demande aux clients de nous faire des reviews annuels, mais on pousse au maximum, mais les clients ne trouvent pas tout le temps le temps pour le faire de manière trimestrielle. Pourquoi? Parce que quand tu fais ton client fait un review en décembre, en fait, il te fait un review déjà des 2-3 derniers mois qui restent de l'année, et en plus, il va se rappeler que les choses qui n'ont les pas choses, marché. Les choses qui ont été vraiment des points de douleur, il va plus s'en souvenir. Et c'est juste humain, en fait. Oui. Et l'opposé de ça, c'est la pratique que je pratique moi maintenant pour m'aider, parce que je suis encore quand même un peu là-dedans. Maintenant, j'ai l'intellect et la capacité de comprendre. Mais pour m'habituer, par exemple, une chose que je fais, moi, toutes les semaines, je t'ai parlé de mon étude de la jarre de gratitude de Jay Shetty. Oui. Où chaque semaine, je note sur un papier les choses bien qui me sont arrivées. Parce que je t'assure que si tu t'assois et tu te dis l'année dernière, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien, tu vas peut-être trouver 3 choses. Si on te demande qu'est-ce qui t'est arrivé de grave, tu peux en trouver 20. Et c'est vraiment ce biais de négativité. C'est qu'il faut faire un effort conscient pour voir les bonnes choses. Exactement. Et ça, oui, tu as raison de relever sur la malchance. Moi, vraiment, pour tous ceux qui ont ce sentiment, parce que ça peut arriver, et je pense vraiment que c'est qu'en fait, le point, c'est que par exemple, avec lui, Kader, je me souviens, souvent on a refait ça maintenant. On reprend les événements de malchance qui nous arrivent en disant qu'est-ce qu'on aurait pu faire. C'est un truc qu'il faut avoir comme réflexe. Et tu peux des fois dire j'aurais rien pu faire. C'est pas grave. Mais par exemple, sur l'ascenseur, je me souviens qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Moi, j'ai rigolé, je lui ai dit mais mec, tu sais que tu as besoin de coca pour réviser. Pourquoi tu n'as pas acheté ton coca en avance quand tu sais que tu vas réviser? Pourquoi tu attends le jour même où j'ai ton coca? Pourquoi c'est ce jour-là que tu y vas? Et il me dit ouais, mais j'ai pas pensé que c'était important. J'ai dit le problème, et c'est là où c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de sa logique. C'est comme nous, on pensait qu'on était poisseux. Je lui ai dit, étant un gars qui pense qu'il est poisseux, je ne laisse rien à la chance. Je limite les occasions où ça peut me péter à la gueule. C'est-à-dire que, typiquement, je vais te donner un exemple très, très simple. Moi, mes courses ou mes sujets comme ça, je les fais toujours longtemps à l'avance. C'est l'habitude que j'ai pris parce que, par exemple, si j'achète des pâtes dentifrice, je ne vais jamais en acheter une. Je vais en acheter 7. Parce que il m'est déjà arrivé des cas que je me retrouve, j'ai plus de pâte dentifrice le jour où je dois aller à un rencard. Tu vois, des foutaises comme ça. Tu vois, et au début, tu peux juste te dire, c'est de la poisse. Mais en fait, quand tu fais l'exercice chaque fois, quand tu te dis, quand tu as le réflexe de dire, merde, j'ai pas de chance, après, le réflexe, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Tu crées des habitudes, en fait, qui font pas que tu vas devenir un gars chanceux, mais qui va limiter le nombre de fois où tu as de la poisse. Chance ou pas chance lors d'un rencard. On veut aussi vos anecdotes. C'est ça. On a compris que Moulay, un jour, n'avait pas de dentifrice. Et j'étais pas bien. Et je m'en souviens un peu. En plus, ça m'est revenu là. On veut aussi vos histoires, s'il vous plaît. Non, mais vraiment. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Si les gens peuvent partager, ce qu'on va faire enfin un assez intéressant pour ce podcast-là.
Ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent, partager en commentaire votre plus gros coup de malchance de l'année dernière, par exemple. Le moment où vous vous êtes dit, putain, ça n'arrive qu'à moi. Ou des trucs comme ça. Et on va essayer de travailler ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne vous arrive plus. Ouais, ou peut-être faire un épisode avec tous les commentaires. Exactement, des gens qui auront dit voilà, c'est vrai qu'on poisse. Donc allez-y, lâchez-vous. Ça peut être tout. Moi, voilà, c'était le dentifrice. Des fois, c'est des trucs plus graves. Un Kader, c'était un examen. Moi, souvent, j'oubliais mon portefeuille quand il fallait que je paye des choses. Enfin bref, il y a énormément de cas où ça arrive. Maintenant, ça, c'est, comme tu dis, dans la perception. C'est le mindset. En gros, c'est le premier aspect de la chance pour moi, comme on dit, c'est comment tu changes ton mindset. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Exactement. Et préparation. Parce qu'en fait, ce que j'ai décrit, c'est de la préparation. Mais c'est tellement ça, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a ce fameux proverbe où la chance, c'est l'endroit où la préparation rencontre l'opportunité. Ouais, c'est qui a dit ça déjà? Tu as dit c'était... Non, pour moi, je l'ai entendu via Denzel. Denzel, parce que j'écoute tout ce que Denzel dit. Denzel Washington. Mais non, est-ce que ça vient de lui à la base? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas dit c'est lui qui a inventé. Avec son style, luck is the place where, tu vois. Exactement. Denzel, non, quand il parle, tu écoutes. Non, mais ouais. Et non, mais sur le mental, tu vois, moi, en fait, je me dis vraiment... Je me pousse à dire j'ai de la chance en fait. Exact. Non mais j'ai de la chance et ça change tout. Tu sais, j'ai un truc par exemple. Je me souviens que au lycée ou quoi, les fois où je me sentais le moins préparé pour un contrôle, c'était souvent reporté. Mais quand sérieux? Donc toi, tu étais convaincu d'être un chanceux de vie. Ouais, non, j'étais convaincu. Bonheur. Mais tu sais que ça arrivait même 2-3 fois où je devais faire une présentation importante et on n'a pas eu un délai et le client a repoussé, tu vois. Et, c'est beau. Et j'ai d'autres trucs. Donc toi, tu te souviens les fois où tu as eu de la chance. C'est ça qui est beau. Ouais, en tout cas, sur ce truc-là particulièrement. C'est beau. Parce que, je sais pas, ça avait. Mais après, effectivement, j'en fais. Je le conscientise, j'essaye de le marquer. C'est pas que tu le pousses en fait. Voilà, je le pousse, j'y pense. Mais après, comme tu dis, la préparation. Parce que moi, je sais que quand j'étais à la fac, je parlais beaucoup avec les gens qui avaient les meilleures notes, tu vois. Parce que, tu sais, il y a toujours ce truc, tu as un contrôle, et puis, forcément, c'est sur un sujet, sur 15 chapitres. Donc, tu ne peux pas juste miser sur un. Donc, c'est de comprendre comment... Et en même temps, je me disais, mais tu ne peux pas non plus maîtriser tout. 15. Tu Exactement, vois, c'est vrai. Et du coup, il y avait deux solutions. Soit tu te dis, bon, c'est moi et ma chance ce jour-là, ou soit tu vas essayer de comprendre comment ceux qui ont des bonnes notes, ils font, tu vois. Et tu comprends qu'en fait, ils font des fiches, en fait, ils résument les chapitres de telle sorte que ça soit plus condensé. Plus léger, Et en fait, à force de les dire, finalement, tu as moins de choses à apprendre. Et en fait, finalement, les 15 te paraissent beaucoup plus, tu vois, et tu développes une méthodologie, tu vois. Donc, comme tu dis, c'est vraiment une question de mindset. Et c'est vraiment sur ce sujet d'augmenter sa chance. Ça commence vraiment par ta façon de réfléchir. C'est ton mindset, ça c'est la première étape. Donc là, on a bien couvert. La deuxième étape, je pense, pour augmenter sa chance, et là, je vais citer une définition de la chance qui est ma définition à moi, qui m'a changé. Donc, pour ceux qui ont le temps et qui ont le courage, c'est l'un de mes 5 livres préférés et l'un des plus intenses que j'ai lus. Ça s'appelle Le hasard sauvage. Par Nassim Nicolas Taleb, donc qui est très connu pour être un statisticien et investisseur. Est-ce que le lien du livre sera en bio? On le mettra, Inch'Allah. Donc, on va mettre. Et du coup, hasard sauvage. Je préfère plus commenter. Exactement. On va se faire insulter dans tous les cas si on ne le fait pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre parce que son fait d'armes, c'est d'avoir écrit un livre qui s'appelle Le Signe Noir, qui décrit des événements très, très improbables en fréquence, mais super impactants on va dire en intensité, comme la crise de 2008. En gros, en 2008, c'était le seul qui avait misé sur la chute des banques qui ont chuté à cause des subprimes. Black Swan. Ouais, Black Swan. Donc c'est très connu comme ça. Et alors moi j'ai beaucoup aimé, on va dire le personnage. Il est acerbe et détestable quasiment le gars. Mais son livre est incroyable parce qu'en fait il t'explique statistiquement tout ce que tu attribues au hasard. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, et qu'est-ce qui dans ta vie de toujours tu peux faire pour mieux le gérer. C'est un livre hyper intense, mais ce qui est particulièrement mémorable pour moi, si je me souviens, c'était par exemple, il avait dit, la plupart des gens, parce que la chance c'est l'aléa, confondent la chance avec la fréquence. En disant, pour juger à quel point quelque chose est probable ou pas, ils se disent juste,
ok, si ça arrive souvent, c'est probable. Si ça n'arrive pas souvent, c'est peu probable. D'accord ? C'est ce que tout le monde pense. Alors qu'en fait, non. Une probabilité, c'est une fréquence, donc une probabilité d'occurrence, donc combien de fois ça va arriver, fois un impact. Exemple typique, oui, effectivement, quelque chose peut arriver une fois sur 10, mais si la fois où ça arrive, t'es mort, c'est beaucoup plus dangereux que quelque chose qui arrive 5 fois sur 10, mais si ça arrive, il ne va rien se passer. La roulette russe. La roulette russe, exactement. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, le problème, c'est comme les gens ont pas ça en tête, même leur compréhension de leur propre chance est biaisée, parce qu'ils pensent que leur chance est liée au nombre de fois où les choses arrivent. Comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'inverse, c'est-à-dire que si tu veux augmenter ta chance, pour revenir sur le point sur lequel on était, il faut qu'en fait, tu augmentes ton nombre de fréquences. Prenons un exemple simple. Si on dit toutes choses égales par ailleurs, et là on va revenir sur mon sujet du moment qui me fait beaucoup rire, le dating, c'est si tu dis que j'ai pas de chance avec les meufs, admettons qu'on évalue ta fréquence de succès avec les meufs à 1 chance sur 10. Allez, 1 chance sur 100. Ce que ça veut dire, c'est pas que tu auras probablement jamais de meufs. Ça veut juste dire déjà qu'il faut que tu rencontres plus de 100 meufs. C'est la première étape. Mais peu de gens voient ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te dis quelque chose va arriver rarement, mais que tu veux que ça arrive, et c'est ça qui est intéressant, en fait, ta meilleure action pour que ça arrive, pour augmenter ta chance, c'est pas d'attendre que ça arrive ou pas. Ok, donc pour résumer, en gros, il y a ceux qui vont se dire j'ai 1 chance sur 100, j'ai pas de chance. Exactement. Et ceux qui vont dire ok, j'ai 1 chance sur 100, donc je vais rencontrer 500 filles. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça l'attitude qu'il faut avoir. Et c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et alors, c'est un nom en anglais, c'est increase your surface of luck. Donc, pour augmenter ta probabilité d'avoir de la chance, tu dois augmenter ta fréquence. Augmenter, de manière générale, ton nombre d'essais. Ils appellent ça batting try. Tu sais, comme si on dit quelqu'un à la batte au baseball a 10% de réussite, il faut qu'il swing 10 fois pour que ça marche. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, à force de vouloir, en fait, parce qu'on pense qu'on n'est pas chanceux ou parce qu'on pense que ce n'est pas dans notre contrôle, on n'augmente pas les occasions pour que la chance joue en notre faveur. Ça me fait penser à le podcast que je regardais un épisode de Steven Bartlett. Ah, mon gars! Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le cite, là. Hein. Mais j'aimerais bien l'inviter aussi, hein, mais bon, on arrive là, purée, parce qu'il parle pas français, lui. Ouais. Et Gary Vee non plus, d'ailleurs. Oui, mais bon, on fera un sous-titre juste pour tonton Gary. À partir de l'épisode 100, on passe en anglais, donc préparez-vous. On n'aura plus votre temps. C'est ça. Préparez-vous. C'est important. Et c'était un épisode avec un gars dont j'ai oublié le nom, qui est professionnel matchmaker. Oui, en dating d'ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais, et l'épisode fait plus d'1h30, 2 heures, etc. Mais il y a un passage qui m'a marqué, c'est que, en fait, le gars... Alors déjà, il y a 2 passages. Ouais. Un truc qui va intéresser les gens, c'est que le gars, il s'est lancé sur YouTube quand il a lancé sa société de matchmaking. Ouais. Et il faisait des vidéos, il a mis tout son argent dedans, mais il faisait des 15 vues, des 14 vues, des 13 vues. Pendant 2 ans, il a fait des 15 vues toutes les semaines. On ne sait pas. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ses parents étaient inquiets, n'importe quoi, etc. Mais il était passionné par ce sujet-là. Et il se trouve qu'il dit que sur ces 15 vues, déjà il y avait 11 vues de sa mère. C'est mignon. Et 4 vues de personnes. Voilà. Au hasard. Et il se trouve que parmi ces 4 vues, il y avait Oprah. Oprah Winfrey, exactement. Donc après, il explique que en fait, il avait, au-delà de sa chaîne YouTube, donc des clientes. Et il se trouve qu'une de ses clientes travaillait dans le magazine donc de Oprah. Et que donc un jour, elle l'appelle, elle dit que voilà, elle lui explique ce qu'elle fait en fait en boulot. En boulot, Elle était dans le jet avec Oprah, et Oprah réfléchit à une nouvelle émission, mais elle veut absolument quelqu'un que personne n'a jamais vu, etc. Et donc elle lui dit, mais est-ce que tu connais un tel ? Et elle dit, bah non, c'est qui ? Elle dit, attends, je vais te montrer. Et donc elle lui a montré, elle dit, voilà, je l'ai connu il y a quelques mois, etc. C'est un jeune, il s'exprime bien et tout ça et tout. Et Oprah a vu la vidéo, elle a vu 15 vues. Mais Oprah a vu ça, elle a appris avec lui, et pendant des années, ils ont créé sa vie a changé. Et ils ont créé 2 émissions, etc. Il a parcouru tous les États-Unis, son entreprise s'est développée, etc. Donc, bon, persévérance, on va dire, parce qu'il y a aussi ce truc-là où les gens qui s'arrêtent trop tôt, parfois avant que la chance n'arrive. Ouais, mais surtout le volume. Je pense que plus que le volume. Moi, mon gros sujet, c'est que malheureusement, persévérance, c'est un message que tout le monde entend. Mais persévérer pendant 2 ans, c'est pas faire 4 vidéos en 2 ans.
Persévérer pendant 2 ans, ce que lui, il a fait, c'est il a dit c'est une vidéo par semaine. Donc, il a tapé plus de 100 vidéos dans le vent. Mais je vois là l'occasion aussi de te féliciter parce que tu as persévéré sur TikTok et tu as atteint les 1000 followers. 1000 followers. Merci Moulay Talk. Merci. Moulay Talk, s'il vous plaît. Donc, dans une vidéo postée hier, 10 000 vues en 24 heures. 24 heures, c'est un nouveau record. La persévérance. Oui, et après, en plus, je prépare. Le TikToker préféré de ton TikToker préféré. Inch'Allah. Mais c'est vrai que pour le coup, les gens vont, peut-être dans 3-4 ans, ils vont me dire, mais comment t'as fait pour être. Oui, sauf que la clé, c'est que toi, tu t'en fous d'avoir 4 vues sur un TikTok. Oh non, mais j'ai bouffé des TikTok à 1 vue, à 3 vues, à 10 vues. C'est pas le problème. Mais la consistance que nous, on se donne chaque semaine à venir, celle que moi, je me donne à sélectionner des passages de mes interviews, c'est que je me suis juste dit. Moi, par exemple, c'est ce que je dis souvent aux gens. Si vous voulez faire quelque chose, et c'est comme nous avec le podcast, dites-vous, vous vous arrêtez pas tant que vous ne l'avez pas fait 100 fois. Et 100, je trouve que c'est un bon nombre parce que c'est suffisamment gros pour que si ce n'est pas quelque chose d'important, tu lâches. Et suffisamment gros aussi pour que même si tu le fais tous les jours, ça t'oblige à tenir au moins 3 mois. Et je trouve que c'est un super exercice. Les gens ne font pas assez de choses fréquemment. Exactement. Et c'est vrai que j'emploie le mot fréquence. Parce que fréquemment, en français, ça couvre bien la notion que c'est pas juste tu le fais beaucoup, c'est tu le fais régulièrement. Ah, il faut élever nos standards. Dans tout ce qu'on fait, Ouais. il faut vraiment vous dire que votre minimum doit être très élevé. Oui. Et augmenter ainsi sa surface de chance. Finalement. C'est exactement ça. Après, ça, c'est, on va dire, ce qui est le premier paramètre de la chance. Je pense que c'est le gros sujet que moi j'ai, c'est que beaucoup de gens qui viennent me voir, même des vendeurs, je parle sur Afrique Réa, sur Anka, plein de vendeurs viennent me voir en me disant « Oui, j'arrive pas à vendre ». Je leur dis « Ok, t'as fait combien de produits ?» 20 produits. Je leur dis « Le jour où t'en as fait 100, on se reparle ». Et ils me disent « Mais comment ça 100 ?» Je dis « Mais en fait, qu'est-ce qui te fait croire qu'avec juste 20 produits, tu vas réussir à trouver un produit qui va plaire à tout le monde ?» Où t'as vu ça en fait? J'ai dit, et le meilleur exemple que je peux donner souvent, c'est Maureen de Nanawax, qui, elle me dit régulièrement, les produits que les gens voient, c'est même pas 1/10 des produits qu'elle crée. Ce qu'elle vend, c'est pas 1/10 de ce qu'elle crée. En fait, c'est comme... ce qui est dingue, c'est que c'est toujours pareil. Avec ce monsieur Pareto, là, je sais pas d'où il sort. Oui, Pareto, lui, monsieur. En fait, dans toutes les situations, sa règle marche. Sa règle marche, tout. Et en fait, c'est ça, tu vas faire 100 trucs, mais il y en a 20 qui vont compter finalement. 20 qui vont compter. Et le problème, et c'est ce qui est intéressant, c'est que tout comme Pareto, les gens l'entendent mal, ça ne veut pas dire qu'il faut juste se dire « Ah ben, peut-être que j'aurai que 20% de chance ». Non, ça veut dire qu'il faut que tu tentes 100 fois. Exactement. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire, parce que la personne pourrait dire « J'ai fait 20 produits ». Donc, du coup, il y en a 4 qui vont plaire. Non, tu dois en faire 100. Tu dois en faire 100 et après, tu peux en espérer qu'il y en ait 20. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui souvent dans l'entrepreneuriat plus qu'ailleurs est sous-estimé par les gens. C'est que, un exemple typique, les gens viennent me voir en me disant « Ah, mais j'arrive pas à convaincre un premier client ». Je dis « Mais t'as parlé à combien de clients ?» Il me dit « Oh, j'en ai parlé à plein ». Combien? Ils en ont parlé à 20. Je dis 20, je comprends que ça te paraisse beaucoup, mais c'est rien. Moi, pour lever des fonds, et j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais une cheat list investisseurs à qui j'ai envoyé un mail ou à qui j'ai parlé, il y en a plus de 120 pour en closer 4. Donc oui, à un moment, les gens ne se rendent pas compte. Ils te viennent te voir en disant « tu as de la chance », mais c'est parce que le volume que toi, tu as mis sur… Mais ça, c'est invisible. C'est invisible. Non, le volume, et c'est souvent c'est pour ça que moi, j'essaye de le rappeler aux gens, mais… L'exemple que tu as donné de notre gars là, du podcast de Steven Bartlett, c'est le meilleur. C'est que lui, c'est pareil, c'est du volume. Et partout où tu prends, quels que soient les gens que tu prennes, là j'écoutais aussi dans une autre interview qu'il a fait avec Patricia Bright, même chose, qui est une youtubeuse super connue au UK. Elle disait qu'en fait, pendant 5 ans, tu avais plein de gens qui ont eu des moments viraux et qui sont passés devant elle, ont fait des millions de vues. Elle, pendant 5 ans, elle n'avait rien. Mais elle postait toutes les semaines. Et à un moment, une de ses vidéos a pris, et ce qui est important quand tu as été consistant, c'est que ce qu'il va prendre va amener tout le reste avec. Un peu comme lui, ça lui est arrivé. C'est ça. Donc et je pense que c'est vraiment augmenter sa chance d'abord, il faut faire du volume. Après, il y avait un autre podcast, enfin un autre langage, enfin un autre, comment on appelle ça, purée. Adatum en français, c'est un autre proverbe qui revient souvent, qui est la chance sourit aux audacieux. Et ça, pour moi… on l'entend tellement de fois. Mais tu sais… Ce qui est marrant, et je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est que plus on avance, plus tu as de l'expérience, plus tu te rends compte que c'est
petit proverbe là qu'on te sort passe vite fait. Ouais, quand te sort cadeau là. En fait, ça veut vraiment dire des choses. C'est vraiment la vie. Le temps, c'est de l'argent. Genre, exactement. La chance sourit aux audacieux, Ouais. etc. Et je pense que pour revenir sur le modèle, l'audace, juste pour conclure, pour que les gens vraiment voient pourquoi je parle de ça, c'est que dans le modèle de Nassim Nicolas Taleb, il parle de la fréquence, mais il parle de l'impact. Et l'impact, il y a une notion dedans que les gens ne comprennent pas, qui est la qualité. Et pour la résumer, c'est tout à l'heure tu m'avais évoqué là avant qu'on commence le cas de quand toi tu dis mais j'ai de la chance, j'ai croisé telle personne à l'aéroport. Ah oui, c'est un cas super intéressant, tu vois. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai fait mon master, Ouais. on avait un directeur. Toi, c'est rare qu'on se souvienne du nom de son directeur de master, mais il s'appelle Gordon Crichton. Ok. Un Écossais. Ce gars, il a marqué en fait tous les gens qui sont passés dans cette école. Bien. Donc tous ceux qui ont fait MAI, Bordeaux, ils savent. Si. Et en fait, il nous disait que lui, ce qu'il veut, ce qu'il recherche, parce qu'il était venu en fait au moment où on faisait même nos examens d'entrée à l'école. Et en fait, mais quand il finit de parler, tu as envie de dire punaise. Je signe où, je veux rentrer là. Ouais. Et il nous disait qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont ils vont prendre l'avion. Ils seront à côté de leurs voisins. Ouais. Et donc, du coup, à un moment donné, je sais pas, il y a une valise qui va tomber. Tu sais, parfois, une valise tombe et tu veux aider ton voisin. Et tu dis attention. Et puis, tu l'aides. Et puis, après, vous commencez à discuter, etc. Et donc, la glace se brise grâce à un événement extérieur. Et il dit que lui, il veut des personnes qui créent la conversation sans que il y ait l'événement. Tu vois. Non, il est chaud là. Et ça m'a toujours marqué. C'est en gros, tu dois en fait, chaque moment, chaque heure est une opportunité pour qu'il se passe quelque chose. Exactement. Si toi, tu le souhaites. Exactement. Et donc, c'est ça en fait, créer sa chance finalement. Ouais, c'est super important. Et en fait, quand tu te prêtes un tout petit peu au jeu, tu vois que des choses incroyables se passent. Et pour revenir encore sur cet extrait sur ce podcast, l'épisode dont je parlais tout à l'heure, de Steven Bartlett. Il faudra vraiment qu'on mette le lien parce que sinon on va se faire taper. Il y a un autre extrait qui m'a beaucoup marqué. C'est en fait, donc, il a travaillé avec Oprah pendant plusieurs années. Et avant ça, dans son autre carrière, il était avant en finance et il a travaillé également avec un gars qui était milliardaire. Et donc, Steven lui pose la question, c'est quoi le point commun entre ces deux-là, tu vois. Et il dit, ça tombe bien que tu poses la question parce que je les ai vraiment étudiés du coup. Sûr. Et le truc qui l'a le plus marqué, c'est le temps que ces personnes prenaient pour soigner leurs relations avec des personnes dont ils n'étaient pas forcément proches. Et en gros, il en est arrivé à la conclusion que tes meilleures opportunités viennent rarement des gens les plus proches de toi. Tu vois ? Donc, parce que je suppose, là c'est moi qui suppose, c'est qu'effectivement, les gens proches de toi, en fait, finalement, vous êtes dans un confort, dans le même type de discussion, dans le même type d'échange, tu vois. Et puis, ils t'ont connu à un certain moment de ta vie. Donc, t'associes à ce que tu es. Et t'associes à ce que tu es au moment où... Tu vois, ils ne savent pas qu'en ce moment, tu peux faire ça. d'essayer de faire ça. Voilà, exactement. Alors que peut-être que, quand vous êtes dans un bus ou dans une salle d'attente chez le dentiste, etc., peut-être que, que Dieu vous a mis à ce moment-là pour une raison bien particulière. Tu vois. Exact. Et c'est ce qui va faire que une autre personne que toi peut être au même endroit, au même moment, mais vous n'aurez pas la même réaction. Exactement. Et c'est là que l'audace doit prendre le pas. Bien sûr, on met toujours en avant l'audace un peu... agressive, agressive, exagérée, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que, tu vois, tu arrives... par exemple, l'autre fois, quand j'étais à la salle d'attente là, du médecin il y a 2 semaines, tu vois, il y avait une ado qui s'était cassé la jambe. Elle était dans la salle d'attente et je la vois sur Canva, tu vois. Elle était sur Canva, elle attendait et tout. Puis je dis, vous êtes graphiste. Et puis elle dit non, mais mon graphisme m'a laissé tomber, etc. Tu vois, et tout de suite, j'ai pu relate. Parce que, tu connais. Je ne dis pas que nos graphistes nous laissent tomber. Calmez-vous. Pas de problème avec la team. C'est clair. Mais tu vois, du coup, tu peux relate. Bon, après, on avait tellement
elle avait mal à la jambe, moi j'avais mal, on n'a pas pu s'échanger. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça devient naturel parce qu'en gros, elle aurait très bien pu me dire, elle dit non, je suis en train de finir mes études là-dessus et du coup, j'aurais pu dire tu cherches peut-être un stage. Exactement, ça tombe bien, je cherche quelqu'un, moi aussi. Exactement, tu vois. Tu sais pas, ouais, c'est vrai. Non, tu sais pas et ça coûte pas grand-chose. Non, mais alors, là, ce que tu dis, Sky, vraiment, je suis d'accord. Hein. Mais là, tu tapes typiquement dans le truc qui, moi, reste le plus aujourd'hui difficile de mon époque où je pensais que j'avais pas de chance. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Contrairement à l'image que j'ai d'extraverti, de très à l'aise, c'est extrêmement rare que je fasse le premier pas vers quelqu'un. Et ce qui est encore plus rare, c'est qu'en général, les gens qui me rencontrent pour la première fois, je pense que même toi, on s'est peut-être vu pendant des mois, plusieurs fois, mais j'ai pas particulièrement échangé avec toi. En fait, j'ai du mal à... Et c'est la raison que tu évoques, c'est ça, c'est que l'audace, ça doit devenir une pratique. C'est que j'arrive pas à avoir l'habitude d'être ouvert aux gens sans être intense avec les gens. C'est-à-dire que j'arrive pas à juste me dire je connais telle personne sans plus. En fait, moi, où je t'adore, où je te hais. J'ai jamais réussi à avoir de... Non, mais vraiment, ce que tu décris là, je le vois parce que aujourd'hui, je fais des efforts. Par exemple, avant, j'avais beaucoup de mal quand je croisais quelqu'un que je connaissais à leur dire bonjour. Parce que je me disais que moi, ça me ferait chier qu'on me dise bonjour. J'aime pas qu'on me dise bonjour, je sais pas pourquoi tu me dis bonjour, genre. Ou bien juste qu'on me dise ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quelqu'un qui me dit juste ça va pendant que tu es en train de faire tes courses, ça n'a aucune plus-value. Mais en fait, le danger avec cette façon d'être, et tu as raison, c'est que du coup, je laisse passer. C'est dur pour moi, les fois où je veux vraiment parler à quelqu'un, et j'arrive pas. Mais moi, l'être humain me fascine. Moi, j'aime bien l'être humain. Toi, tu as toujours été comme ça, c'est vrai. Mais par contre, j'ai pas toujours été comme ça. Parce que si tu demandes, genre, que j'étais au lycée, ils vont juste dire oui, je connais Kai, mais ils vont pas dire Kai qui parlait à tout le monde, etc. Discuter, bien sûr. J'avais mon petit groupe. C'est plus à partir de la vie post-bac. Où j'ai eu ça, mais je ne me souviens pas s'il y a eu un déclic. Par contre, je sais que ce qui a accéléré vraiment ça, c'est quand j'ai passé du temps en Angleterre et dans la culture anglo-saxonne. Là, j'ai compris là-bas, c'est normal. Voilà, que c'est normal là-bas et ça m'a vraiment plu en fait. Ça m'a vraiment plu, c'est ce côté où tu peux très bien, tu vois, je te prends un exemple bête pour comparer. Tu vas dans je sais pas, dans un bar et je sais pas, tu regardes un match de foot, il y a un gars à côté, etc. Vous pouvez causer peut-être, puis il va te vous allez causer peut-être 1 minute, il va t'expliquer qu'en fait il est en mission à Londres parce qu'il est ingénieur dans ci, ça, etc. Et dans d'autres pays, parce que tu vas parler avec un gars, il va dire mais t'es gay ou quoi? Exactement, c'est quoi ton problème? C'est ton problème, mais oui. Et alors puis, que le gars, ça vous fait rire. Non mais c'est vrai. Non, mais même moi, ça me ferait bizarre de parler à un gars. Enfin, même pire, je le fais pas parce que quelqu'un me le ferait, ça me ferait bizarre. Oui. Et là où tu as raison, c'est que c'est une culture. Si quelqu'un me parle aujourd'hui dans un bar, parce que je suis en train d'un verre, je vais me dire mais qu'est-ce qu'il me veut? Exactement, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux. Qui est dommage, qui est vraiment dommage. C'est vrai que, parce qu'en fait, tu vas dire qu'est-ce qu'il veut, mais ça se trouve, c'est un investisseur. Oui, tu vois. Ou c'est quelqu'un de juste de sympathique. Oui, et ça peut ne rien être, ça peut juste être bonjour, au revoir, on rigole. Mais quelqu'un un jour m'a dit, oui, mais finalement, c'est très superficiel parce que tu parles à personne et puis vous rentrez chez vous et puis basta. Mais je dis non, parce que... moi, dans la vie de tous les jours, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, finalement, on est entouré de pas mal de gens qui nous ressemblent. Et dans ces moments-là, c'est l'occasion de parler aussi avec des gens qui n'ont rien à voir, qui ont une autre vie. Moi, avant d'aller à Londres, je ne connaissais pas des gens qui travaillaient, je ne sais pas, dans la mode, etc. Pour moi, c'était juste, tu es dans une entreprise, tu te lèves à 9h, tu rentres à 18h. Terminé. Là, tu vois, quand j'ai été même en tant qu'étudiant pour apprendre l'anglais et tout ça, j'étais frappé de voir des gens, parce que je faisais aussi des petits jobs, etc. Donc la semaine, j'avais du temps. Tu vas en soirée le mardi soir, tu vois plein de monde. Tu dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce Ils vont pas au boulot. Quand tu parles avec, il dit, ah non, demain je suis off. Mais comment t'es off? Demain c'est mercredi. Ah non, mais moi je suis vendeur à H&M, je suis vendeur dans tel magasin. Et tu te rends compte, mais oui, en fait, le monde est fait de différentes personnes. Tu vois, franchement, tu viens de me montrer un truc. En fait, il faut aimer les tranches de vie des gens. En fait, il faut fondamentalement aimer
En fait, c'est que fondamentalement, j'avoue, c'est encore mon côté snob qui fait que j'ai jamais réussi à développer ça. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que comme tu dis, je sais que c'est un problème. Parce que un truc que toi, tu ne dis pas, c'est que plus tu fais ces choses-là quand ça n'a pas d'enjeu, plus le jour où ça a de l'enjeu, Exactement. tu le fais et tu le fais bien. Exactement. Parce que tu es plus à l'aise. C'est-à-dire que le jour où tu dois vraiment parler à un potentiel nouveau client, parce que vous êtes dans le même networking, mais que tu n'as jamais parlé, moi, j'arrive jamais à faire ça. Mais toi, forcément, si tu l'as fait quand tu allais prendre un verre là, quand tu étais coincé dans la salle d'attente ici, le jour où il faut le faire dans un networking, tu as la façon de le faire naturellement. Qui fait que ça n'a pas l'air creepy comme moi quand je parle des fois aux gens. Mais après, là où je fais maintenant attention, c'est en fait, je sais que les gens se disent parfois que il y a forcément un intérêt. Et en fait, quand je ressens que personne pense qu'il y a un intérêt, je préfère pas échanger, tu vois. Ouais. Ou aussi, il y a quelques années, on a eu un débat aussi en interne entreprise sur le networking. C'était juste un débat comme ça sur voilà, les bons tips pour mieux networker, etc. Ouais. Et la discussion a tourné petit à petit, parce que chez moi, on a une majorité de femmes aussi, où en fait, les femmes se sont plus exprimées pour dire, mais vous savez, pour nous, c'est pas pareil. Oui, parce que quand elles vont parler à un gars, il prend ça comme étant de l'intérêt. Exactement. Tu vois, il y a ce truc, tu viens pour networker, mais quand la personne vient parler, tu sais pas exactement pourquoi, etc. Et tu n'es pas, n'es pas forcément entraîné à gérer. Tu dois à la fois défendre ton profil professionnel, business que tu es venu vendre et à la fois réfléchir à comment bien mettre les choses, bien mettre les bonnes limites, etc. C'est beaucoup de choses. Rester respectueux, quoi, sans être... C'est une charge qui est très importante et ça pourrait faire un sujet à part entière si on a une invitée là-dessus. Franchement, comment être audacieux et comment parler aux gens. Parce que typiquement, moi, je ne suis pas du tout audacieux. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que les gens présument que je le suis. À cause de mon extraversion naturelle. Non, mais tu l'es aussi, parce que quand tu vas... la manière dont tu as été chercher tes investisseurs dans un environnement où peu de start-upers ont été les chercher... Oui. Non, mais en fait, la différence, c'est que là, mon audace... c'était pas casual, c'était très... Moi, mon audace, en fait, moi, je suis très bon à faire du volume dans un cadre clair. Oui, en fait, d'accord, quand pas le cadre, random. Quand le cadre relationnel est clair, j'ai aucun problème parce que je sais que tu es un investisseur, tu as de l'argent que tu veux placer. Moi, je suis un gars qui cherche de l'argent. On peut se parler. Comme je pense dans un speed dating, je serais très bon. Mais si tu me mets dans un truc où il y a des gens qui peuvent se draguer et des gens qui ne peuvent pas se draguer, mon réflexe naturel, c'est je ferme parce que je ne veux pas. Toi, tu aimes les choses claires. Ouais, en fait, alors, et ce qui est en plus, c'est un vrai défaut parce que 90% du temps, c'est pas clair. À part dans le domaine professionnel où c'est relativement clarifié, dans ma vie perso, ça me fait tout le temps des problèmes. Et ça va être pareil avec... mais comme tu as dit, des courses, je vais croiser quelqu'un qui fait des courses, quelqu'un qui est en train de faire des courses que je connais. Des fois, c'est des gens que je connais parce que je connais leurs réseaux sociaux. Tu vas les éviter. Je les esquive. mais je t'assure... Non, mais ça arrive à tout le monde. Parfois, t'as pas... Je sais, mais en fait, tel que j'aimerais être, de ce que je sais de la chance telle que je l'ai définie, je devrais juste leur dire un casual « Hey, ça va? Comment vas-tu? Bonne journée. » Je devrais, hein. Parce qu'en plus, à force, après, tu vois, par exemple, je développe, je sais aussi comment fermer, tu vois, exactement. rapidement. Oui, moi, je sais pas faire ça. Ou, tu vois, ou alors aussi, par exemple, une question que j'aime beaucoup poser, c'est quoi ton grand objectif cette année? Exact. Tu vois. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Parce que juste le chat, ça va, machin, etc. Oui, tu vois, t'es venu ici, il se fait chaud en ce moment. Ça, effectivement, ça fatigue. Mais là, c'est quoi tes objectifs du moment, etc. Tu vois, ça ouvre directement des choses parce que tu peux te retrouver, surtout toi aussi, dans une situation où peut-être que son objectif ne va pas te parler, ça t'apporte rien, mais tu vas comprendre peut-être son problème et comme tu aimes aussi donner de la valeur à la personne, tu vas dire mais écoute, tu vois, mais d'ailleurs j'ai un podcast, tu peux écouter ce sujet-là, c'est un sujet important. Si tu peux gagner des années si tu fais ça ou ça, tu vois. Donc tu peux orienter la conversation vers ton
Moi, je pense que tu as peur de l'inconnu, d'avoir une discussion qui t'intéresse pas. Donc, c'est à toi et qui est gênante. Voilà, En fait, c'est à toi de l'emmener vers vers ce que tu aimes. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas honte, mais je n'aime pas être dans des situations gênantes. C'est-à-dire que je n'aime pas être dans des situations gênantes en plus avec des gens que je connais pas. En fait, c'est ça qui est plus grave. C'est étonnant parce que effectivement, comme tu dis, toi, tu t'en fous de la honte. Complètement. Mais tu vois, mais alors que moi, par exemple, je m'en fous pas. Enfin, tu vois la honte, mais. Mais en fait, la différence, c'est que la honte est dans le regard des autres. En fait, ça ne me dérange pas que les gens aient l'impression que j'ai une discussion gênante. Par contre, ça me dérange, moi, de me sentir gêné. Si tu veux, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un, comme tu dis, où c'est clair pour moi quel est l'objet de la discussion, je n'ai pas de problème. Et c'est souvent là, effectivement, où la chance se joue. Et tu as raison, parce que, tu vois, par exemple, tous les cas où je suis allé archer des investisseurs, ou pareil, tu vois, quand j'ai dû recruter notre CTO, notre plus gros coup de chance, selon beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent avoir trouvé notre CTO, Luc, c'est un énorme coup de chance parce que alors qu'il y a le volume. Il y a le volume. Parce que c'est ça, Luc, trouver un développeur qui a 20 ans d'expérience dans l'e-commerce et qui a fait combien d'entretiens déjà? 90. Tu vois, 90. C'est ça qu'il faut rappeler. Mais souvent, les gens ne savent pas. Et c'est terrible parce que les gens viennent me voir en me disant comment on trouve un CTO. Je dis, tu en rencontres 100. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur la route des 100, les 10 premiers vont te dire, toi, ta boîte vaut quoi? Et tu comprends qu'en fait, pour convaincre, il faut que toi-même, ta boîte ait de l'attraction. Il faut que toi-même, et tu t'améliores au fur et à mesure. Mais pour revenir sur la gênance, en fait, quand tu es dans une logique comme ça, tu identifies vite quel est l'objectif des gens. Le problème pour moi dans l'audace en général, c'est que ça demande une capacité à être à l'aise dans le découvrir les objectifs des gens. En tout cas, dans le moment, comme tu dis, d'alignement, où juste à ce petit moment où il ne sait pas ce que tu veux, toi, tu n'as pas quelque chose que tu veux en particulier, il faut juste que la personne comprenne que tu veux rien de particulier et que toi, tu puisses trouver si c'est quelqu'un d'intéressant ou pas. Tu vois, il y a ce petit moment d'ajustement. Ouais, mais après, moi, je pense aussi, on pourrait en parler, du networking. Ouais. On parle vraiment de 10 000 sujets en même temps. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant. En fait, moi, je pense aussi beaucoup à, si je suis dans un esprit networking, quelle est la valeur que je peux apporter. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à ce que quelqu'un m'apporte quelque chose. À ce que quelqu'un m'apporte quelque chose. Ouais. Parce que, en fait, la personne peut m'apporter quelque chose, mais peut-être pas aujourd'hui. Exactement. Tu vois? Donc, l'erreur, c'est de faire, de passer de personne en personne pour essayer de voir, tu vois. Ou alors aussi, le truc que je ne fais surtout pas, des personnes qui ont un leverage que je sais que je veux, qui sont très intéressantes, etc. Pour un sujet, je ne vais pas les voir si je n'ai pas un truc précis. À leur donner, Voilà. Parce que je sais que je pourrais avoir accès, mais tu ne vas pas les voir si ce n'est pas pour leur parler d'un truc très précis. Il y a des gens, ils sont spécialistes, je peux avoir votre contact, mais en fait... Ils font rien avec. Ils font rien avec. Attention, oui. Non, ça c'est sûr que... Donc, il y a tout ça. Mais sur l'audace aussi, je voudrais un truc, c'est qu'il y a l'extrême, c'est-à-dire des gens qui sont too much, et donc ça les dessert aussi. Mais après, on dira que vaut mieux peut-être... si tu n'as pas peur de la honte, de gêner les gens, peut-être tu vas dire, bon, ça tombe pour toi. Mais ça me rappelle, tu vois, une histoire d'un gars qui... c'est une histoire d'un gars qui a un emploi, un poste d'ambassadeur. Je crois que c'était dans la vieille France. Il a un poste. Vous allez être nommé ambassadeur en Espagne. Et le gars, il est trop content. Il dit vraiment... au gars qui est en train de signer ses documents, merci, vous avez fait le bon choix. En tout cas, je vous le revaudrai, vous allez voir. Puis le gars en train de signer, il dit oui, pas de souci. On sait pourquoi vous avez choisi, etc. Et le gars continue en disant j'ai des gros projets pour le rayonnement de la France en Espagne, etc. J'ai déjà réfléchi aussi à mon équipe, etc. Il dit très bien. Il continue à signer ses trucs. Et puis il continue au lieu de se taire. Il commence à dire des conneries. Et il dit, il ne faut jamais vendre quand c'est déjà vendu. Et je suis d'autant plus reconnaissant que j'ai très rarement de la chance. Donc là, le gars arrête de signer. Oh, Popo, il s'arrête. Il fait, oh là là, c'est quoi ce type-là? Attendez, là, par contre, c'est un problème. Ouais. Tu vois. Parce que moi, je veux des gens chanceux. C'est ça. Et si vous estimez avoir beaucoup de chance et vous allez représenter la France, etc. Et le gars a déchiré les documents. Non. En mode, oui, je voudrais pas être celui qui irait contre votre infortune. Tu vois, un truc comme ça. Et ce truc-là de doser, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que dans tous les cas,
il faut y aller. Il faut y en aller. fait, Il faut essayer de créer des choses. Et c'est pour ça que pour moi, la seule façon de le savoir, c'est de tester et d'ajuster. Et c'est pour ça que justement, pour moi, il faut vraiment que le message de ce podcast, s'il peut y en avoir qu'un pour moi, c'est vraiment ça. La chance, c'est d'abord une question de volume. Pareil pour l'audace. Pour être audacieux de la bonne manière, il faut tenter beaucoup de fois et ajuster. Parce que la chance peut devenir une compétence. C'est clair, enfin, tu vois, il y a plein de gens. Si tu prépares tout. Parce qu'en fait, comme le disait tonton Denzel, c'est l'opportunité rencontre la chance, tu vois. Et souvent... l'opportunité rencontre la préparation. La préparation, exactement. Donc, tu peux t'occuper de ta préparation. Ouais. Et après, les opportunités. Mais moi, ce que je pense qu'il faut relever et que Nassim Nicolas Taleb dit bien, c'est qu'il faut aussi être clair sur qu'est-ce qui est une opportunité. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu apportes de la valeur aux gens. Ouais, mais qu'est-ce qu'une opportunité, justement? Non, mais tu sais tout est opportunité. Oui, mais voilà. Mais quelqu'un comme toi, justement, tu as le bon mindset. Et c'est encore une fois le mindset. Ah, oui, Pour déterminer une opportunité, il faut que tu saches créer un cadre de relation avec les gens où tu apportes de la valeur sans forcément créer du déconfort ou attendre quelque chose. Mais c'est un mindset, hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, justement, mon problème, c'est que j'ai pas ce mindset. Moi, j'ai un mindset très transactionnel. Si je te parle, c'est que je veux un truc. Tu vois, j'ai pas ce mindset de échange de valeur casual. Et c'est un truc que je dois apprendre. Hein. Mais je pense que c'est le volume avec le bon mindset, c'est ce qui fait la chance. Mais avant de conclure, je voudrais, sur ce truc de chance en tant que compétence, ça me fait penser à, en tant qu'entrepreneur, quand tu donnes un feedback à un employé, parce que parfois, quand lui analyse la situation, il va avoir tendance à mettre en avant, si c'est une situation négative, à mettre en avant les éléments extérieurs. C'est-à-dire ce truc-là, on a ce truc-là, ça c'est arrivé, le client dit ça et le client n'a pas anticipé ça, etc. Tu vois, ça va être, même de manière inconsciente, ça va souvent être les éléments extérieurs qui viennent en premier. C'est quand tu creuses que... tu arrives au l'exercice des 5 whys, là, comme ils disent dans la liste de pourquoi si, pourquoi et là, tu arrives au vrai pourquoi. Au vrai pourquoi. Moi, mes équipes, quand ils viennent me voir, ils savent qu'ils vont goûter aux 5 pourquoi. Moi, dès qu'ils viennent, je leur dis, OK, on va faire les 5 pourquoi. Pourquoi. Et on arrive toujours à un truc. Je vais te donner un exemple qui est très fréquent, et là, c'est très africain. L'autre jour, mes employés viennent me voir. Oui, j'étais en retard parce que tu sais, il y a eu beaucoup de coupures la semaine dernière. Je leur dis, OK, qu'est-ce que tu dis, pourquoi il y a eu beaucoup de coupures? Ils me disent, comment ça, pourquoi il y a beaucoup de coupures? C'est pas de notre faute, tu vois. Je dis, non, qu'est-ce qui a fait que les coupures t'ont affecté autant? Parce que quand il n'y a pas de courant, je ne peux pas recharger mon ordi. OK. Je leur demande, pourquoi quand il n'y a pas de courant, tu peux recharger ton ordi? Ils me disent, mais comment ça, pourquoi? Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce n'est pas une nouveauté, le fait que ton ordi, qu'il y a des coupures de courant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. 2, que ton ordi puisse pas être rechargé, ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu sais que c'est fréquent. Ils me disent, comment ça? J'ai dit, écoutez les gars, moi par exemple, chez moi, j'ai acheté un UPS, qui est un truc qui permet de garder le courant pendant au moins une heure, voire 8 heures, une fois qu'il est coupé. Sur lequel je peux brancher ma box et mon ordi, ça chauffe. Mais faut type, quand il y avait les coupures, j'ai demandé si je pouvais passer, tu m'as dit, j'ai pas de courant. Mais j'ai plus de courant. T'es attrapé aujourd'hui. Mais c'est ça, mais il n'y avait plus de courant. Non, mais en fait, toi, tu m'as appelé le lendemain. Mon UPS était déjà fini. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Kaiser. Ouais. Sauf qu'à Kaiser, apparemment, les prises étaient toutes squattées. C'était la guerre. Oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a eu de très, très grosses coupures de courant en Côte d'Ivoire. Exactement. La semaine dernière, c'était un peu sec. Peu. Exactement. Et du coup, par exemple, moi, je lui ai dit, par exemple, un autre exemple. C'est l'une des raisons pour laquelle, même avec le UPS, Kaiser, par exemple, quand je t'ai dit ça, c'est parce que nous, on a une liste avec mon associé Kader, les 2 poissards, d'endroits où on sait que le courant marche. Et donc, du coup, dès que le courant se coupe, il y a un des deux qui va repérer un coin et il bloque une prise. Des fois, c'est moi, des fois, c'est lui. Mais c'est parce qu'on a pris ce mindset de qu'est-ce qu'on peut faire. Et tu vois, mes employés ne comprenaient pas ça. Je leur disais, mais en fait, je peux comprendre qu'il y a des choses qui ne soient pas de votre contrôle. Mais quand c'est des choses qui arrivent probablement, que vous savez qu'ils peuvent arriver, préparez quelque chose. Un exemple que je leur ai donné, par exemple, c'est moi, pendant longtemps, je ne voulais plus être Apple. J'étais contre Apple. Sur le principe, j'aime pas comment. Ouais. Très important. Je suis très contre Apple. Mais quelqu'un qui me connaît aujourd'hui sait que c'est bizarre parce que tout chez moi est Apple. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que je vis en Côte d'Ivoire. En fait, ce qui m'a fait passer chez Apple, à un moment, j'avais laissé iPhone. Autonomie, quoi. Autonomie. Je déteste le concept des Mac. Je n'aime pas la prison que c'est. Je n'aime pas iTunes. Je n'aime pas Apple Music. Je n'aime pas. Mais une fois que j'ai accepté le fait que le seul ordinateur qui est en Côte d'Ivoire, je peux tenir 8 heures sans courant et taffer dessus, c'est un Mac. Ben en fait, je veux prendre un Mac. Et en fait, quand tu as pris un Mac,
pour pouvoir travailler de façon efficace et être à l'aise, il faut que tout ton univers soit Apple. Et donc, tu vois, tu es là pour effrayer la malchance. exactement. Non, mais on se bat exactement pour effrayer. Mais en fait, et les gens ne croient pas parce que, tu sais, quand ça arrive, ça ne se voit pas. Le jour où le courant est coupé et que je suis le seul de la boîte à encore bosser, tout le monde se dit, mais comment il fait? Mais parce qu'en fait, je suis le gars qui a, comme tu dis, effrayé la malchance. Et vraiment, le jour où j'ai acheté un Apple, ma famille peut témoigner, hein, pour le coup, ils écoutent encore, j'étais en colère de devoir passer chez Apple. Mais parce que j'ai accepté que lutter contre la malchance est plus important que mes goûts. Tu vois, et c'est même pas lutter contre la malchance, c'est être préparé. Et c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas assez. Ce qu'on disait tout à l'heure. Être préparé, c'est pas juste faire plein de choses. C'est te poser quelles sont les choses que tu peux faire aujourd'hui pour que demain, quand la chose grave arrive, donc, tiens, je pense que si on avait Philippe là, qui sera avec nous, Philippe Simo, il dirait, c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut que j'ai 12 mois d'épargne. Oui, parce que le jour où il y a un truc grave qui t'arrive, c'est là où tu as besoin de l'épargne. Ah oui, c'est pas quand tout va bien. Exactement. Et là, tu vas dire, ah, j'ai pas de chance. Je suis tombé malade. Mais c'est comme quand souvent les gens les start-upers disent qu'il faut emprunter de l'argent quand tout va bien. Exactement. Nous, on lève quand tu as de l'argent. Exactement. Nous, on lève quand il y a de l'argent. Always be raising. Donc, c'est vraiment la même logique. Je pense que vraiment le message que, j'avoue, je pense du coup, je proposais un mot pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, parce que je pense qu'on a déjà fait une bonne durée là. C'est volume. Préparation aurait pu l'être. On aurait pu dire mindset, mais je pense que volume est important. Mais je vais ajouter une petite nouveauté sur le mot. Plutôt que juste mettre le mot, faites un commentaire dans lequel il y a le mot. Ah, utilisez le mot. Ouais, j'ai vu certains faire ça et j'ai trouvé ça très... Ah, il y a du level là-dedans. Très high level. Et encore merci, vos commentaires, ils sont d'un super niveau. Juste vous demander d'un peu plus penser à vous abonner parce qu'il y a un écart entre le nombre de gens qui regardent et le nombre de gens qui s'abonnent. Ah oui, c'est vrai. Nous, ça nous permet après d'avoir encore des meilleurs invités, etc. Là, tu vois, petit bouton abonnez-vous. On n'a même pas dit de s'abonner au début de mais c'est pour ça que les gens font pas. Les gens font pas si jamais on ne dit pas abonnez-vous. Donc, on va le faire. Donc, je pense que c'était assez riche. On a combien de temps là? 1 heure, je pense. Donc, c'est pas mal. En tout cas, c'est un sujet qui, moi, me fascine beaucoup, surtout le hasard. Exactement. On n'a pas parlé, mais on pourra en parler. Lis le hasard sauvage, comme je t'avais dit, tout est dedans. Ouais, moi, le hasard me fascine beaucoup. Donc, dites-nous en commentaire également, on a dit tout à l'heure l'aspect malchance, mais également peut-être la fois où vous avez fait le plus preuve d'audace. Ça nous permettra de voir des choses. Et puis, c'est vrai qu'audace, c'est pas mal aussi. Ouais, écoutez, ce serait intéressant, parce que vraiment, moi, je suis pas team audace et je vais apprendre de Kai sur ça. Donc, montrez-nous. Quelle audace! En tout cas, merci. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine.